Yosef Atali, bonjour, Boker Tov et Chag Sameach. Boker Tov, Chag Yerushalayim Sameach, kol tout. Alors, Yosef, je dois vous présenter. Vous habitez depuis plus de 40 ans dans la vieille ville de Jérusalem. Vous êtes monté en Israël en 1960. Vous êtes marié à Léa et vous êtes monté en Israël après, très peu de temps après votre mariage, à bord du bateau Théodore Herzl. Vous êtes arrivé au kibbutz de Sde Eliaou et c'est de là que vous êtes déplacé vers Jérusalem. Alors, je voudrais que vous me racontiez d'abord un souvenir de votre guerre des 6 jours. De ma guerre des 6 jours. D'accord. Alors, je suis mobilisé en Milouim un mois avant, c'est-à-dire sans rapport tellement avec la guerre. C'était ce qu'on appelle le Emoun Mitkadem des Milouim, des Olim Des Chadashim. manœuvres normales, oui. Et pendant que nous sommes en Milouim, la tension monte dans le Moyen-Orient. Nous savons que l'Égypte et la Syrie ont des projets très précis de nous chasser d'Eretz Israël, de tout reprendre et de nous jeter à la mer. C'est une opinion générale, mais les renseignements israéliens sont très au courant de tous leurs plans. Et toujours, quand nous sommes pendant les Milouim, le président de l'Égypte, Nasser, ferme les détroits de Tiran, c'est-à-dire qu'il interdit aux bateaux israéliens de passer vers Eilat, dans la mer Rouge. Et c'est un casus belli au point de vue d'Israël. Et nous savons donc que de tous les côtés, on va nous envahir et du nord et du sud. On ne sait pas très bien ce qui va se passer à l'est avec la Jordanie, qui hésite encore, est-ce qu'elle doit se joindre à la guerre ou pas. Mais en tout cas, le moral n'est pas très très élevé en Israël. Et en Chutz La'aretz, c'est plutôt la panique. Notre famille, puisque nous sommes Olim Chadashim, encore notre famille de France nous bombarde de lettres et de téléphones en nous disant revenez vite, c'est bientôt une nouvelle Shoah. Si vous ne voulez pas revenir, au moins envoyez les enfants, sauvez-les de la destruction totale, etc. Bon, bien entendu, en tant que sionistes, nous avons la émouna, la foi que tout se passera bien, mais quand même, il y a une grande inquiétude. À ce moment-là, je vous présente la guerre des 6 jours des deux côtés, de l'arrière des civils. Alors vous étiez donc soldat à ce moment-là, le 5 juin, vous êtes soldat. J'étais soldat, même et avant. Où vous êtes posté? Alors, nous sommes en Milouim, en exercice près de Natania, le Machane Shmonim, mais quand Nasser ferme les détroits de Tiran, on commence à mobiliser les Milouim, et nous qui sommes déjà en Milouim, on ne nous libère pas et on nous envoie sur le front du Nord, face à la Syrie qui est un grand danger, une grande menace, puisqu'il domine depuis le plateau du Golan, il domine la vallée du Jourdain et toutes les kibbutzim qui sont en dessous, et donc on sait que ça va être un front assez périlleux. Alors, est-ce que vous vous souvenez, alors je suppose que vous avez participé au combat dans le Nord, mais est-ce que vous vous souvenez en particulier donc de cet instant où vous avez appris la réunification de Jérusalem? Alors, voilà, la guerre n'a duré donc que 6 jours. Les 4 premiers jours, nous qui sommes au Nord, ne combattons pas. Le général Moshe Dayan ne permet pas aux forces israéliennes d'attaquer la Syrie, mais la Syrie, elle, ne se gêne pas et nous bombarde, des bombardements très massifs. Nous recevons donc les obus des Syriens, nous leur rendons à peine en tirant un peu au mortier pour ne pas être quitte, mais la guerre n'est pas là-bas. La guerre se passe donc face à, finalement, le roi Hussein de Jordanie a décidé d'attaquer et de bombarder Jérusalem, et nous entendons donc dans les transistors le 3e jour de la guerre, le mercredi 7 juin, nous entendons au transistor, pendant que les obus syriens tombent sur nous, nous entendons que Jérusalem a été libérée. Alors nous sommes une centaine de soldats en Milouim, de tous les bords, de tous les partis, de gauche et de droite, des membres des kibbutzim de la Shomer HaTzaïr, a priori athées, des religieux, des traditionalistes. Quand on entend au transistor que les soldats d'Israël sont arrivés au Kotel, que le Rav Goren joue du chauffard et que Motagour dit « Harabaït beyadenu », le monde du temple est entre nos mains, tout le monde pleure, tout le monde éclate en sanglots, des sanglots de joie, d'allégresse,
et nous nous embrassons tous. On sent qu'il se passe quelque chose de très très décisif pour l'État d'Israël, pour le peuple d'Israël en général. Mais pendant ce temps-là, nous, on est quand même sous les obus. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas le droit de monter au Golan. Ça n'est que le vendredi de cette semaine. C'est-à-dire le dernier jour de la guerre. Le cinquième jour. Vendredi et Shabbat, on monte au Golan. Nous sommes au Lim Khadashim, alors on n'est pas en première ligne, c'est le Golani qui est en première ligne. Nous sommes rattachés à Golani, donc ils font le travail avec beaucoup de pertes. Vous savez ce qui s'est passé dans les bunkers des Syriens sur le Golan, un très grand héroïsme. Et nous les suivons et nous les aidons par derrière, nous les couvrons par derrière. Et finalement, après le 6e jour, donc la fin Shabbat, la Syrie capitule, les forces sont en débâcle. Et vous êtes libéré aussi de vos milouïm. La guerre est terminée et je suis libéré deux jours après, c'est-à-dire la veille de Shavuot, le mardi, puisque mercredi c'était la prise de Jérusalem, une semaine après, c'est donc la fête de Shavuot. Nous sommes libérés la veille de Shavuot et je reviens. Vous rentrez chez vous, vous habitez. Alors à l'époque, vous habitez dans le quartier de Kiryat Yovel à Jérusalem. Alors comment vous vivez ces instants-là? C'est dans cette Jérusalem qui est déjà réunifiée. Alors voilà, d'abord je vous dis que pendant que moi j'étais au front et que j'avais aucun contact avec ma femme et mes 3 enfants de l'époque, qui étaient donc à la rue Brazil à Kiryat Yovel, eux pendant ce temps-là recevaient également des obus, pas des Syriens mais des Jordaniens, puisque Hussein avait décidé d'attaquer Israël. Il n'avait pas écouté nos bons conseils de rester tranquille, auquel cas il n'aurait rien perdu, et auquel cas Jérusalem serait encore jordanien probablement aujourd'hui. Mais comme il a attaqué, vous savez que nous on croit à la légitime défense toujours. Oui. C'est la grande théorie. Donc nous avons riposté. Ma femme se trouve dans une grande maison en préfabriqué à la rue Brésil, une espèce de HLM de 10 étages, et un obus jordanien tombe sur cette maison, détruit totalement un des étages de cette maison. Baruch Hashem, ma femme et mes enfants se trouvent avec les autres habitants dans l'abri en bas, sous le bâtiment. Donc pas de pertes humaines, mais beaucoup de dégâts. Je ne savais pas ce qui s'est passé, elle ne savait pas ce qui se passait chez moi, mais Baruch Hashem, beaucoup de solidarité, les amis, les voisins, etc., tout le monde s'entraide, c'est la grande qualité du peuple d'Israël, surtout en période d'épreuve. Alors je voudrais que vous nous fassiez partager cette émotion de la fête de Shavuot, on parle de plusieurs dizaines de milliers de Juifs qui se rejoignent, qui affluent ce jour-là, le premier Shavuot après la libération du Kotel, qui affluent vers le mur occidental. Vous vous souvenez de ces instants-là? Exactement. La veille de la fête, donc on nous annonce que le gouvernement va ouvrir pour la fête pour la première fois le Kotel. C'est très émouvant pour nous parce que nous ne l'avons jamais vu, si ce n'est en montant sur des toits très lointains, on voyait un peu la vieille ville, mais nous le languissions beaucoup, nous aspirions à le voir, et voilà que donc le jour de Shavuot, avec un groupe de copains de Français, tous ceux qui étaient montés ensemble, nous faisons notre route à pied vers le Kotel, avec 200 000 Juifs qui sont montés ce jour-là au Kotel, à travers la poussière, les ruines suite à la guerre, les trous d'obus sur les routes, enfin, oui, l'esplanade n'était pas encore véritablement aménagée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais on avait déjà quand même déblayé le grand parvis devant le Kotel. Et alors tout le monde arrive là-bas. On ne nous laisse pas beaucoup nous attarder là-bas parce que 200 000 Juifs doivent passer. Donc on donne un baiser furtif et on pleure de joie en voyant... Oui, en vous racontant ça, voilà, je m'émeus moi-même. On vous sent très ému. On ne peut pas ne pas être ému en relatant ces instants-là. Absolument. Vous entendez peut-être en dehors de ma maison, là maintenant, alors c'est ça, voilà. Je voudrais que nous arrivions, puisque il faut le souligner, tout de suite après. Donc vous souhaitez avec votre épouse devenir habitant du Rova, de la vieille ville de Jérusalem. Comment ça s'est produit? Comment on décide de venir habiter dans la vieille ville de Jérusalem? Face au Kotel, nous avons dit voilà, le Mashiach va bientôt arriver. Akadosh Baruch Hu va ramener sa présence, sa Shrina à Jérusalem. Donc il faut absolument qu'on soit aux premières loges.
Et nous avons fait donc le vœu de tous les efforts possibles pour venir habiter le plus proche possible de cet endroit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les efforts? Concrètement, ça veut dire que moins d'un an après, le gouvernement crée une société pour restaurer, reconstruire le quartier juif de Jérusalem, le quartier juif qui, depuis l'alia de Ramban, de Rabbi Moshe ben Nachman, en 1267, c'était exactement 700 ans avant la guerre des 6 jours, avait reconstruit, restauré le quartier juif, et nous inscrivons donc immédiatement parmi les premiers inscrits, et on nous dit, voilà, vous aurez donc une maison. Il y avait très peu de demandes à l'époque, parce que c'était dangereux, c'était dangereux. Comme en ruine, etc. Il n'y avait pas de rue, il n'y avait rien, mais nous étions parmi les premiers, et finalement, après quelques années, nous avons eu le droit de choisir une maison, et nous avons choisi la maison la plus proche possible du Kotel. Effectivement, nous sommes à quelques pas des grands escaliers qui descendent vers le Kotel. Je dois vous dire que quand nous avons reçu notre maison, nous avions la vue directe, et c'est peut-être pour ça qu'on l'avait choisi aussi, sur le Kotel, le Mont des Oliviers, tout face à nous. Mais entre-temps, Baruch Hashem, on a construit la Yeshivat Porat Yosef, la Yeshivat à Kotel, et maintenant on voit les Yeshivot, mais nous savons que derrière ça, il y a le mont du Temple. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être un habitant de la vieille ville de Jérusalem, d'être si proche du Kotel Amaravi, vous qui êtes originaire, on va dire, d'Algérie, dont les ancêtres, je suppose, comme beaucoup d'ancêtres de gens qui vivent aujourd'hui ici en Israël, ont rêvé de pouvoir toucher le mur occidental, de pouvoir vivre dans Jérusalem. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être citoyen de la vieille ville de Jérusalem? Ça signifie d'abord la réalisation des rêves de tous nos ancêtres, de toutes les générations, mais plus particulièrement de mon arrière-grand-père qui était le Mohel, le circonciseur de la ville de Constantine, et qui parallèlement faisait tout pour essayer d'encourager la reconstruction de Jérusalem. Entre autres, il a participé financièrement et encore d'autres manières à la construction de l'hôpital Misgav Ladar, qui était le premier hôpital juif à Jérusalem. On peut citer son nom. On peut citer son nom, il s'appelait Abraham Attali, oui. Abraham Attali Ben Komri, c'était le nom de la tribu des Attali. Et donc, moi, j'habite aujourd'hui face à ce qu'était l'hôpital Misgav Ladar. Vous voyez, il n'y a pas de... Quand on fait une bonne action, elle vous revient. Donc, c'est d'abord la réalisation de leur rêve, mais c'est également, nous nous considérons comme si vous voulez, des serviteurs, je ne sais pas comment dire ça, du peuple d'Israël, de tous ceux qui viennent à Jérusalem, de tous ceux qui montent ici, qui reviennent effectivement voir par milliers, par centaines de milliers aujourd'hui, toutes les écoles, tous les soldats, tous les touristes, tous les habitants de tout le pays qui viennent. Nous sommes pratiquement nous sommes là pour les recevoir, pour les accueillir, pour les bénir, pour leur montrer que ici c'est pas dangereux, que ici c'est hospitalier, et tant qu'on peut encourager le peuple d'Israël à revenir, bien entendu, à faire l'Aliyah d'abord, et ensuite à venir monter à Jérusalem. Nous nous considérons comme des intermédiaires, si vous voulez, entre Jérusalem et le peuple juif. Et vous dites cela, et même en cette journée de fête, nous sommes obligés aussi peut-être de mentionner ceux qui ne sont plus parmi nous. Vous dites que ce n'est pas dangereux de se promener dans les ruelles de la vieille ville, bien que il y a de cela quelques années, à la veille de Purim, vous avez vous-même perdu un fils, Elchanan Zichrono Livracha, qui a été assassiné dans un attentat dans une des ruelles de la vieille ville de Jérusalem. Effectivement, il faut mentionner que Elchanan avait très bien appris ce message que Jérusalem doit redevenir juive, et que c'est donc dans une rue, quand il allait vers sa yeshiva à Teret Kohanim, qu'il a été assassiné parce que les terroristes voulaient venger Saddam Hussein qui avait perdu la guerre du Golfe. Et pour le venger, ils ont décidé de tuer un juif, n'importe lequel, et c'est Elchanan qui a été le korban, le sacrifice pour le peuple d'Israël. Donc nous considérons qu'il faut... des gens nous ont dit, après ça, vous allez certainement quitter la vieille ville, etc. Nous avons dit au contraire, nous devons absolument continuer sa mission, ce qui était cher à son cœur,
et plus particulièrement la cité de David et le Mayan à Shiloach, la source du Shiloach, qui était très importante. Nous sommes donc là pour renforcer cette présence, pour attirer encore des gens, pour présenter, pour raconter cette histoire. Ça n'a fait que nous renforcer, si vous voulez, sans faire abstraction de la tristesse, bien entendu, personnelle, mais c'est une tristesse qui nous a forgé, qui nous a forcé à être encore plus accueillants, encore plus sionistes, encore plus déterminés à voir la Géoula le plus possible. Alors Youssef, je sais que dans quelques minutes, vous allez devoir accueillir des groupes qui viennent, qui parcourent la vieille ville de Jérusalem. Qu'est-ce que vous leur dites en particulier pour les sensibiliser à ce que vous vivez ici à Jérusalem et dans la vieille ville? Oui, donc une de nos façons d'accomplir ce rôle, c'est de recevoir beaucoup de groupes, aussi bien francophones qu'en hébreu, et de leur raconter notre histoire, de leur raconter comment de Constantine de mon côté et de Vilna du côté de ma femme qui s'appelait Léa Goldberg, nous avons fait donc le périple à travers la Shoah, puisque nous sommes nous-mêmes rescapés de la Shoah comme enfants. Des enfants cachés à Loumim. À travers la Shoah, nous sommes finalement arrivés en Israël, et que c'est le parcours incontournable qu'il faut absolument, même pour ceux qui sont déjà en Israël, il faut aimer Jérusalem, renforcer Jérusalem et éduquer les jeunes également. Et ça se fait, Baruch Hashem, on voit ça de façon flagrante aujourd'hui. On a beaucoup parlé ces derniers jours, Youssef, ça sera ma dernière question, de Donald Trump, du statut de Jérusalem autour de la visite du président américain dans la vieille ville. On l'a vu être assez, on va dire, ému apparemment par son passage devant le mur occidental, devant le Kotel. Qu'est-ce que cela vous inspire, toutes ces discussions autour du statut de Jérusalem, lorsque vous vivez vraiment à quelques mètres donc du Harabaït, à quelques mètres du Kotel? Premièrement, nous ne comptons sur personne, si ce n'est sur Akadosh Baruch Hu et sur le peuple d'Israël. Les dirigeants du monde changent, viennent, repartent, etc. Néanmoins, il faut reconnaître que quand on voit le président de la plus grande puissance pratiquement aujourd'hui qui vient, qui s'identifie à Israël et qui malheureusement sans savoir déclaré qu'il reconnaissait Jérusalem comme la capitale, mais qui quand même nous fait honneur, nous respecte de ce qui nous est cher et ce qui nous est saint. Nous nous disons, ça c'est la réalisation des prophéties il y a des milliers d'années. Tous nos prophètes ont prévu ce qui se passerait à la fin des temps. Nous sommes déjà à la fin des temps et nous voyons devant nous donc la réalisation de ces prophéties. De jour en jour, dans tous les domaines, Akadosh Baruch Hu nous protège de tous les côtés. Bien entendu, il faut participer, il faut faire le nécessaire pour notre défense et pour notre popularité dans le monde, mais il est certain que bientôt, je pense, Bezrat Hashem, nous pourrons passer de la défensive à l'offensive spirituelle, c'est-à-dire à faire passer à tous les peuples, à toutes les nations, la grandeur et la sainteté de l'idéal moral et spirituel d'Israël, et que tout le monde, finalement, le monde entier reconnaîtra que c'est nous qui avons raison, et que, sans vouloir convertir personne, mais qu'ils devront absolument reconnaître et Jérusalem et Israël comme le phare des nations. Et c'est notre espoir et notre prière. Eh bien, Youssef Atali, merci beaucoup pour ce témoignage d'amour de Jérusalem, ce témoignage d'optimisme, ce témoignage de Emouna, de foi intense en la Géoula que vous vivrez, nous l'espérons, aux premières loges, donc à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, quasiment face au mur occidental, au Kotel HaMaaravi. On vous souhaite de continuer à recevoir de nombreux groupes dans Jérusalem, et de continuer pendant de longues années à leur expliquer l'importance de cette ville pour le peuple juif. Merci encore d'avoir été avec nous sur studiokalita.com en cette matinée de Yom Yerushalayim, 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Shalom, Boker Tov et Chag Sameach. Merci Daniel et Chag Sameach. Shalom, shalom.
Merci Youssef Attali. Nous allons retrouver dans quelques instants le second invité de cette matinée qui est Shlomo Balzan, mais je crois que nous allons nous adapter aux aléas du direct et nous allons débuter cette heure. Nous avions parlé donc d'organiser une heure spéciale, hein, Yom Yerushalayim de 9 à 10 et il est bientôt 9 heures. Nous allons donc intégrer l'entretien avec Shlomo Balzan dans le cadre de cette heure en direct spécial Yom Yerushalayim avec notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio dans quelques instants. Il s'agit du professeur Yossi Sharbit, qui est historien et spécialiste de Jérusalem. Nous allons parler avec lui, donc bien entendu, de Jérusalem. Et puis nous dialoguerons bien entendu aussi avec Shlomo Balzan. Et bien entendu cette émission, comme je le disais tout à l'heure, sera animée avec par Cathy Choukroun et également par Eliana Gurfinkel qui vont nous rejoindre dans ce studio. Je vous retrouve dans quelques instants donc pour cette heure spéciale Yom Yerushalayim, aujourd'hui 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Daniel Haïk au micro. Shalom.